les films seront en français. Donc il y a deux films qui sont programmés l'un après l'autre. Le premier s'appelle Dehors dedans. C'est un film qui a été réalisé en 1974 et présenté au Festival de Cannes dans la section quinzaine des réalisateurs en 1975. C'est un film qui appartient, je dirais, au courant du cinéma expérimental ou du cinéma underground. Il est assez proche peut-être de l'underground new-yorkais de la même époque. C'est un film dont l'économie est minimale, c'est-à-dire qu'elle est aussi réduite que possible. C'est un film fait par deux personnes. C'est un vis-à-vis entre une comédienne et celui qui la filme, le réalisateur, en l'occurrence Catherine Jourdan, qui était comédienne et qui est la femme avec qui je vivais, et moi. Donc c'est un huis clos extrêmement simple, extrêmement économique et en même temps assez violent. Parce qu'il décrit voilà, comment dire, les excès de la solitude. Néanmoins, cette solitude, elle est en relation avec l'extérieur, et je vais vous dire ce qu'on entend, puisque c'est en français, peut-être qu'on entend simplement le nom des bâtiments de Paris qu'on voit régulièrement, qui reviennent, une banque, le Parlement, l'ambassade des États-Unis, etc. Ça, c'est une chose. Et on entend aussi, par moments, des extraits de l'histoire de la Révolution française par Michelet, qui est un grand historien de la Révolution française. Et les moments qui sont évoqués sont toujours les moments où quelqu'un est décapité, perd la tête. Donc des moments de guillotine. Voilà. Et sinon, ce sont des images que vous pouvez comprendre, même si vous ne parlez pas le français, il n'y a aucun problème. C'est les activités solitaires d'un personnage de jeune femme. Voilà, donc c'est un film extrêmement, comment dire, simple dans son écriture et dans son économie. Je pense qu'on ne peut pas faire un film avec moins d'argent. Et c'était l'époque quand même où on pouvait acheter de la pellicule 16 mm dans les magasins de quartier, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, ce film serait évidemment fait en vidéo. Mais à l'époque, c'était donc en 16 mm noir et blanc. Avec les mêmes caméras qu'utilisaient les cinéastes ethnologues ou ethnographes comme Jean Rouch. Voilà. Où on voit aussi Jean-Luc Godard en 1968 sur les barricades à Paris avec la même caméra, cette même caméra. Le deuxième film s'appelle Le Roi Rodin. C'est un film documentaire sur Auguste Rodin, le sculpteur français. Et disons que c'est un film qui représente mon travail depuis que je me suis beaucoup consacré au documentaire. J'ai arrêté la production de films de fiction depuis que j'ai créé et que je dirige une école de cinéma et d'art dans le nord de la France qui s'appelle Le Frénois, Studio National, qui est une école qui me prend beaucoup de temps. Et la direction de cette école de cinéma n'est pas compatible avec la réalisation de films de long métrage, avec un producteur, une préparation, le casting des acteurs, etc. Par contre, ça me laisse le temps de faire beaucoup de films documentaires. Ce sont toujours des documentaires d'art. J'ai fait des documentaires sur les grands musées, sur le Louvre, sur le Centre Pompidou, sur des musées américains ou japonais, et sur des grands artistes. J'ai fait un film plusieurs films sur Christian Boltanski, sur Anthony Caro, le sculpteur anglais. Et ce film sur Rodin est peut-être voilà, un film qui représente un peu mon travail de documentariste. Alors j'ai choisi Rodin. Bon, c'était une commande au moment où le monument des bourgeois de Calais, la célèbre sculpture des bourgeois de Calais, partait en restauration à Rome, à la Villa Médicis, où j'ai moi-même vécu et travaillé. Alors ce qui m'a intéressé dans Rodin, c'est que d'une part c'est l'inventeur de la modernité en sculpture, c'est le premier grand sculpteur moderne. C'est aussi un sculpteur qui a inspiré des artistes d'autres disciplines. Par exemple, toutes les grandes danseuses et chorégraphes de son époque allaient le voir, comme Isadora Duncan ou Loy Fuller, pour avoir son avis sur leur travail.
Donc c'est un personnage tout à fait important. Et par ailleurs, j'ai été fasciné par sa relation à ses modèles. C'est une sculpture principalement très sensuelle, voire même parfois érotique, et il avait une relation à ses modèles très forte. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une discipline, peut-être deux, où l'artiste a une relation à un modèle, c'est le cinéma et la photographie. Hier, Benoît Jacot parlait de sa relation à ses actrices. Eh bien, en effet, aujourd'hui, un peintre, il n'y a plus d'artistes peintres qui travaillent avec des modèles. Aujourd'hui, l'art contemporain, il parle d'autre chose, il fait d'autres choses. Donc cette relation qui a existé pendant très longtemps entre un artiste et un modèle, elle n'existe plus aujourd'hui qu'en photographie. On peut dire que les photographes de mode, par exemple, ont des modèles, parfois des top modèles, même comme on dit, et au cinéma, où on peut penser par exemple à Antonioni, qui était inspiré par les femmes qui ont été ses actrices, comme Lucia Bose ou Monica Vitti, et évidemment à Bergman, qui a été très inspiré par ces actrices qui ont été en quelque sorte ses modèles. Voilà, donc je pense que c'est aujourd'hui dans le cinéma principalement que cette relation d'un créateur à une muse qui l'inspire, à une femme, à un modèle, existe encore alors que ça n'existe plus dans les autres disciplines. Merci.